Et on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Avignon Festival et compagnie dans le cadre du Festival of Avignon. Comme tous les webinaires que nous avons organisés depuis la rentrée, celui-ci s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des structures qui participent au festival, donc pour faire en sorte de vous apporter en tant que compagnie et théâtre des ressources et des outils pour faire en sorte que votre participation au festival se fasse dans les meilleures conditions. Donc à ce titre, on a organisé un certain nombre de webinaires déjà sur des sujets assez variés allant de la billetterie, l'administration, les enjeux de communication, les relations presse. Tous ces webinaires sont enregistrés et ensuite rediffusés sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez déjà accès à tous les enregistrements précédents et on va vous remettre le lien dans le chat si vous souhaitez y accéder. Donc, celui-ci est aussi enregistré. Si jamais vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, je vous invite à couper votre caméra puisque sinon nous avons bien les vignettes de toutes les personnes qui sont présentes. Pour faciliter les échanges, merci de bien vouloir couper votre micro. Vous pouvez aussi vous renommer. C'est toujours bien de pouvoir savoir qui est présent en termes de type de structure dans ces échanges. Donc, vous pouvez vous renommer. Pour faciliter la prise de parole, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez le noter dans l'espace conversé et ensuite on attribuera les paroles, on posera directement les questions à l'oral. À noter aussi que vous avez la possibilité d'activer le surtitrage automatique. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton Afficher les sous-titres dans la barre de navigation. Voilà, donc on vous remet un certain nombre d'informations à l'écran. Ce webinaire aujourd'hui est donc dédié au sujet de la lutte et la prévention contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, et particulièrement dans le milieu du spectacle vivant. Nous organisons ce webinaire aujourd'hui donc Avignon Festival et compagnie, et en lien avec deux partenaires avec lesquels on travaille sur le sujet depuis plusieurs années désormais, à savoir Safer et Audience. Merci à Elena et Alexandra d'être présentes aujourd'hui pour faire ces temps de présentation. On va d'abord commencer par une présentation sur le festival et le positionnement en tout cas de Avignon Festival et compagnie pour le Festival Off. Euh, donc, à noter que Avignon Festival et compagnie, donc structure qui accompagne l'organisation du festival, est engagée dans une stratégie plus largement responsabilité sociétale et environnementale depuis de nombreuses années. À ce titre, dans le cadre de ces actions, on a tout un pan de notre activité qui est de travailler sur la prévention des risques à différents endroits, que ce soit sur la lutte et la prévention contre les VSS. On va beaucoup parler de VSS, mais donc c'est bien de violences sexistes et sexuelles. Donc lutte et prévention contre les VSS. On travaille aussi beaucoup sur les questions d'accessibilité, mais aussi prévention des risques liés aux conditions de travail, prévention des risques liés aux consommations de substances en milieu festif. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on est mobilisé, qu'on travaille de différentes manières. Le sujet spécifique de la prévention des VSS. On a travaillé donc aux côtés de Audience, de Safer, mais aussi du planning familial. Nous avons plusieurs choses qui sont mises en place. Alors déjà, ce webinaire fait partie des dispositifs que nous proposons. C'est le troisième webinaire que nous organisons sur le sujet. L'ensemble de nos équipes saisonnières et permanentes participent à des temps de formation et de sensibilisation pour à la fois être en vigilance et avoir les bons réflexes quand on est en accueil public. On a tout un dispositif aussi d'affichage dans nos espaces et notamment au village du Hof, le village du Hof qui est notre maison de commune, le lieu que nous occupons pendant le temps du festival, qui est ouvert tous les jours de 9 h à 2 h du matin, qui est à la fois un lieu de rencontre, de débat, mais aussi un lieu festif puisqu'il y a des concerts tous les soirs. Donc c'est un lieu sur lequel on a une campagne d'affichage assez importante, notamment sur les dispositifs de la cellule d'écoute dont parlera Alexandra Baud en suivant pour Audience. On a toute cette signalétique qui est présente sur le site pour permettre d'accueillir et d'orienter les personnes. Cette signalétique sur la cellule d'écoute, ce sont aussi des choses que nous mettons à disposition des théâtres qui participent au festival, puisque Audience nous fournit des kits
des kits que nous transmettons ensuite à l'ensemble des structures qui participent au festival pour aussi permettre d'avoir ces affichages sur les sites. Voilà, donc la formation de nos équipes. Pour Avignon Festival et compagnie, l'identification d'une référente que je suis, référente VSS. J'ai été formée il y a 3 ans de ça par le planning familial et par la structure Les Catherinettes, et donc référente pour Avignon Festival et compagnie. On a aussi un dispositif de signalement qui est présent pendant le temps du festival pour les victimes et témoins, témointes. euh, c'est un point de signalement physique qui se trouve au village du Hof et pour lequel il y a aussi une adresse mail dédiée dont on va reparler, qui est présent, qui est identifiée dans ce PowerPoint. Donc pour toutes les personnes victimes ou témoins qui ont besoin d'un espace d'écoute, que ce soit sur un signalement en direct, mais aussi sur une situation passée, vous pouvez venir au village du Hof nous rencontrer ou nous contacter par mail. Euh, nous sommes là pour vous écouter, vous orienter, vous accompagner dans les différentes démarches. Euh, voilà, succinctement en tout cas pour Avignon Festival et compagnie. Je vais laisser la parole à Elena Boterf pour Safer, qui va vous faire une présentation un peu plus détaillée. Je te laisse la parole, Elena, si tu veux prendre le relais. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Chloé, pour la transition. À Safer, nous, on est une association qui en effet est spécialisée sur la prévention, la lutte et la visibilisation des questions de violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Et on est toujours ravis de pouvoir accompagner le Festival of Avignon sur ces questions-là. Donc voilà, là, sur la présentation que moi je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être vraiment une introduction sur les questions de violences sexistes, sexuelles, d'essayer de comprendre un petit peu les spécificités aussi qu'on peut retrouver dans le spectacle vivant et vous apporter des premiers outils, notamment pour essayer d'agir en tant que témoin, en tant qu'individu, quand on est justement témoin d'une violence sexiste ou sexuelle. Donc voilà, c'est des premiers apports là-dessus et on aura de toute façon un temps d'échange à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit quiz ensemble. Peut-être vous pouvez répondre directement dans le chat. Comme ça, voilà, je pourrais lire les réponses en même temps pour essayer de comprendre un petit peu justement ce qui encadre ces questions de violence sexiste et sexuelle. Donc, la première question, combien de Français et Françaises estiment que si la victime a une attitude provocante en public, cela atténue la responsabilité du violeur? Je vous laisse répondre dans le chat. On a un 20%. Oui, pardon, je n'ai pas présenté donc les différentes propositions. C'est A 5%, B 20% ou C 42%. Donc on a deux 20%, un 42%. OK. La deuxième question, dans une situation de violence sexuelle, quelle est la proportion de victimes connaissant l'agresseur ou l'agresseuse? La première proposition, 3 personnes sur 10. La deuxième, 7 personnes sur 10. Ou la troisième, 9 personnes sur 10. Ok, là, on a plutôt une tendance sur 9 personnes sur 10. Très bien. Et la troisième question, donc qui est un peu plus axée sur le milieu festif. Quel est le pourcentage de personnes se considérant comme femmes témoignant avoir été victimes de violences sexuelles dans un contexte festif? Première réponse, 10%, la deuxième, 34%, la troisième, 60%. Ok, bon là, pareil, tout le monde est plutôt d'accord. Donc, on va pouvoir passer aux réponses. Alors, en effet, c'est peut-être sur la première où on a eu des réponses différentes. C'est donc 42% de Français et Françaises qui estiment que si la victime a une attitude provocante en public, cela peut atténuer la responsabilité du violeur. Ce chiffre, il est issu d'un rapport d'enquête qui a été réalisé par l'Institut Ipsos et l'Association de mémoire traumatologique et victimologie sur les représentations sur le viol et les violences sexuelles. Elle est parue en 2019, donc elle mériterait d'être un petit peu actualisée.
Mais en tout cas, elle montre quand même la persistance d'imaginaire très, très fort des questions de violence sexiste et sexuelle. Sur la deuxième réponse, en effet, c'est bien 9 personnes sur 10 qui connaissent leur agresseur ou agresseuse. Donc ça permet de comprendre que la personne qui agresse n'est pas un inconnu qui apparaît de nulle part dans la vie de quelqu'un. C'est en général des personnes qui peuvent faire partie de l'environnement plus ou moins proche de la victime. Et dans le cas du travail, c'est évidemment très présent aussi. Et sur la troisième question, du coup, quel est le pourcentage de personnes se considérant comme femmes ayant témoigné une situation de violence sexuelle dans un contexte festif? C'est en effet 60%. Cette enquête, elle est issue, enfin, ce chiffre, il est issu, pardon, de l'enquête qui a été réalisée par Consentis en 2018, enquête qui va être réactualisée là en 2025. On va avoir des nouveaux résultats aussi qui vont sortir sur les particularités des violences sexistes et sexuelles en milieu festif et plus généralement des violences discriminatoires, parce que Consentis a travaillé aussi à avoir un élargissement sur les violences sexistes sexuelles vécues aussi par les personnes LGBT, par exemple. Et peut-être pour apporter un dernier chiffre, on avait également réalisé une enquête avec Safer auprès de festivals sur l'année 2024 qui a été donc sur laquelle près de 10 000 personnes ont pu répondre et qui a montré que 75% des publics estiment que les violences sexistes, sexuelles, discriminatoires sont une réalité et se produisent fréquemment en festival. Donc voilà, ça permet de bien introduire ce qu'on va voir très rapidement, mais que les violences sexuelles ne sont pas isolées, mais en tout cas sont vraiment quelque chose qui se passe, qui s'inscrit dans un système qui est systémique. Donc peut-être pour poursuivre, on peut continuer avec des définitions. C'est toujours important de définir les termes pour savoir de quoi on parle et avoir une base commune de ce sur quoi on parle. Euh, donc sur la question du sexisme, le sexisme, ça peut être défini comme un système d'oppression qui est fondé sur des préjugés, des stéréotypes de genre et qui va avoir des conséquences négatives, notamment pour les femmes. Donc c'est-à-dire que on part d'imaginaires, de stéréotypes, de préjugés, de clichés qui vont être différents en fonction de si on est un homme ou une femme, pour caricaturer un petit peu en tout cas. Et de ces clichés, de ces stéréotypes découlent des comportements différenciés en fonction des hommes et des femmes qui ont des conséquences généralement négatives plutôt pour les femmes. Et ces conséquences négatives, elles vont être vraiment la base des violences qui peuvent s'étendre sur un spectre très large, un type très large de types de violences. Ça peut être autant des violences verbales, l'outrage sexiste, ça peut être autant des violences physiques, des violences matérielles ou psychiques. Ça va par exemple très concrètement être des blocages sur l'accès au travail, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins. Donc voilà, ça peut vraiment se manifester de plein de manières différentes, cette question du sexisme. Et c'est vraiment le terreau, la croyance et les préjugés, les imaginaires sexistes qui sont fortement inscrits dans la société, dans le monde social. C'est vraiment le berceau des violences sexuelles. Les violences sexuelles, on peut les définir, donc toutes les violences qui sont à caractère sexuel. Ça va être par exemple des violences morales comme le harcèlement ou physiques comme l'agression sexuelle ou le viol. Pour aller un petit peu plus loin sur cette notion de violence sexiste et sexuelle, on pourra souvent entendre parler de la question du continuum des violences, c'est-à-dire que ces violences sexistes, sexuelles, on voit qu'elles se produisent, elles s'inscrivent dans un système, dans le sens où elles se produisent tout au long de la vie, dans des espaces multiformes, que ce soit à l'école, dans le travail, dans la famille, et elles sont multiformes, c'est-à-dire qu'elles peuvent vraiment s'étendre sur le spectre dont on a parlé avant. Ça peut aller de l'outrage sexiste jusqu'au viol. Et en fait, le fait de comprendre cette notion de continuum de violence, ça permet de comprendre que même une violence mineure, elle peut avoir des conséquences majeures sur la vie d'une personne, que ce soit voilà, des difficultés parfois dans la vie sociale. Ah, il y a un micro qui s'est allumé, je crois. Non, c'est bon. euh, dans la vie au travail, dans la santé, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important en fait de traiter la question des violences sexistes, notamment dès les premières apparitions de ce sexisme, parce que c'est vraiment ça qui va permettre de prévenir
la survenue d'autres formes de violences qui vont être aggravées. Donc voilà, comme je l'écris, c'est vraiment ça, la banalisation, la persistance d'un environnement sexiste. Donc ça va de la petite, entre guillemets, blague graveleuse, hein, qui n'en est pas une, hein, qui est effectivement vraiment une violence sexiste. Ça permet la survenue d'autres formes de violence. Donc, pour mieux comprendre justement ça, on peut avancer et voir un petit peu les différentes échelles de violences sexistes et sexuelles qui peuvent survenir et l'intérêt justement de lutter dès les premières apparitions d'outrages sexistes. Donc, au niveau de la loi, il y a vraiment un cadre légal qui encadre justement ces notions-là aujourd'hui et sur lequel il est super important de s'appuyer. Et c'est enfin, même fondamental de pouvoir s'appuyer pour justement mieux lutter, mieux combattre contre l'apparition de ces violences-là. Donc ça va de l'outrage sexiste qui peut avoir lieu dans les espaces publics, par exemple, euh, à l'injure publique sexiste, l'exhibition sexuelle, la captation, la diffusion d'images à caractère sexuel, le harcèlement qui va être du coup des comportements à connotation sexuelle qui peuvent être répétés. Pour bien comprendre aussi ces notions de violence sexiste et sexuelle, on dit que c'est des violences qui portent atteinte à la dignité d'une personne en raison du caractère dégradant ou humiliant de ces violences-là. Et donc après, donc du coup, on est sur l'outrage sexiste, c'est considéré comme une contravention, ça peut être puni de 1500 euros d'amende. Depuis 2023, on a vu l'apparition aussi de l'outrage sexiste aggravé, qui donc avec des circonstances aggravantes peut être caractérisé comme tel et qui rentre à ce moment-là dans le cadre du délit. Par exemple, le fait que ce soit commis auprès d'une personne mineure. Sur l'injure publique sexiste, l'exhibition sexuelle, la captation, diffusion d'images à caractère sexuel, le harcèlement ou l'agression sexuelle, on rentre dans le cadre du délit. Ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Peut-être de repréciser ici que l'agression sexuelle, c'est l'atteinte sexuelle commise sur 5 zones que sont la bouche, la poitrine, le sexe, les cuisses ou les fesses et j'en oublie. Est-ce que... Non, c'est bon, j'ai dit les cinq. Les fesses, les seins, la bouche, le sexe et l'entrejambe. Voilà. Donc ça peut être caractérisé comme un délit. Et ensuite, on a la question du viol qui est caractérisé comme un crime qui peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Donc 15 ans et 20 ans d'emprisonnement si on a des circonstances aggravantes. C'est important de souligner ici que ce soit sur, voilà, notamment dans le cadre du travail ou dans le cadre du milieu festif, il y a des circonstances aggravantes. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que la personne qui commet la violence a un rapport de domination, un lien de domination vis-à-vis de la personne victime, c'est une circonstance aggravante. Si la personne a consommé des substances psychoactives au moment des faits, c'est une circonstance aggravante. Et si la victime a consommé, était sous l'emprise de substances aussi, c'est une circonstance aggravante pour la personne qui a commis les violences. Donc ça, c'est important de rappeler aussi ces circonstances aggravantes-là. Le fait de commettre la violence sur une personne en situation de vulnérabilité. Donc, par exemple, si c'est une personne qui est en situation de handicap, si voilà, des éléments comme ça qui sont importants à souligner. Si c'est commis également sur une personne mineure, c'est une circonstance aggravante. Voilà, avoir ces éléments en tête pour mieux les combattre. Et pour aller plus loin, ce que je voulais voir aussi aujourd'hui, c'était les résultats notamment qui sont apparus suite à la commission d'enquête qui a été réalisée, donc qui a été réalisée pendant près de 6 mois sur la fin d'année 2024 et le début d'année 2025. On a les résultats qui ont été rendus en avril, début avril 2025. Commission d'enquête d'ampleur puisqu'elle a été menée vraiment auprès de plus d'une centaine de personnes, cadres, dirigeants, acteurs, actrices, voilà, vraiment toutes les personnes qui peuvent interagir dans le secteur des arts, de la culture, donc qui vise à vraiment faire la lumière sur les questions de violences sexistes et sexuelles qui ont lieu
dans les secteurs des arts, de la culture et plus précisément cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, la mode et la publicité. Donc le but, c'était vraiment d'écouter à la fois des personnes qui encadrent ces professions, toutes les personnes en fait qui peuvent intervenir sur les métiers et sur ce secteur-là, de pouvoir donner un espace de parole aussi aux personnes victimes qui, dans le cadre de leur profession, ont pu être victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est un rapport d'ampleur que je vous invite vraiment à aller consulter parce que les résultats sont assez éminents justement sur le caractère systémique en fait de ces violences et sur le cadre qui permet à un moment donné de laisser survenir ce type de violence. Donc moi, je voulais souligner aujourd'hui quelques résultats qui sont apparus suite à cette commission d'enquête qui permettent de comprendre aussi les spécificités du spectacle vivant et un cadre spécifique qui permet aussi la survenue à des moments donnés de ce type de violence. Donc sur les résultats qui ont été issus de cette commission d'enquête, on a vu que, enfin, ce qui a été souligné en tout cas, c'est que le cinéma, la danse, le théâtre, le cirque, ça peut être des espaces où sont propices les violences parce qu'elles impliquent le corps des personnes, parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de proximité, où il y a une intimité avec une frontière qui est parfois floue entre ce qui est de l'ordre vraiment du strictement professionnel et ce qui est de l'ordre du privé. Donc, il y a toute cette frontière floue qui peut laisser la place à la survenue de violences sans pour autant être perçue comme coupable. Le fait qu'il y ait des rapports de domination très forts aussi qui peuvent exister dans le secteur du spectacle vivant, ça peut être un facteur qui laisse la place à la survenue de violences. C'est un ressort capital de ces abus. Il est écrit dans la commission d'enquête. Donc, par exemple, le fait que ce soit le metteur en scène, le directeur de compagnie, qui parfois va avoir le pouvoir de dire qui est au devant de la scène, voilà, qui va être mis en avant à tel moment ou tel moment. Ça peut être justement, hein, là on arrive, quand on parle de violence sexiste et sexuelle et que on explique que la circonstance aggravante est que la personne coupable, il y a un rapport de domination, bah, typiquement on est dans ce genre de situation. Sur d'autres facteurs aggravants, on peut avoir aussi le fait que ce sont parfois des travails de nuit avec des contraintes très spécifiques, des contraintes étendues, c'est des situations où va y avoir beaucoup de concentration à des moments donnés avec une forte pression qui est liée à l'exigence artistique, la nécessité de réussir et de briller sur un temps très court qui peut contribuer à un moment donné au relâchement de limites morales, à l'instauration de liens qui sont familiers au sein des équipes et aussi qui, du coup, une fois que ce moment est passé, laisse la place à, du coup, des temps festifs, beaucoup, enfin, en tout cas, des proximités très fortes dans les troupes, par exemple, dans les équipes autour du spectacle vivant. Donc ça, voilà, c'est des facteurs assez particuliers qui peuvent contribuer, en tout cas, créer un environnement qui laisse la place à la survenue de violences. Pour poursuivre sur d'autres éléments du coup qui ont été mis en avant sur les particularités de ce milieu-là, on a la prédominance du regard masculin, du concept du male gaze, où du coup les personnes qui vont mettre en scène, les personnes qui vont avoir le fin mot de ce qui apparaîtra au devant de la scène sont plus souvent des personnes masculines, hein, les dirigeants de théâtre, les directeurs de compagnie sont plus souvent masculins. Et ça a un effet aussi sur ce qui est présenté au public, sur ce qui apparaît au devant de la scène, parce que donc ces regards-là ont un regard, enfin, ont plus généralement et plus systématiquement tendance à concevoir d'une certaine manière les corps féminins. Donc on en revient aussi à la question c'est un travail autour du corps qui est très, très, très présent. Ce que souligne la commission d'enquête, c'est que lorsque les corps des femmes sont filmés, mis en scène, photographiés, il y a une érotisation qui est quasiment systématique. Euh, sur le dernier apport qui a été souligné, en tout cas sur cette commission d'enquête, il y a cette question de l'idéalisation du génie créateur
qui permet parfois de constituer un véritable, il parle de alibi artistique permettant de laisser la place à des abus. C'est-à-dire qu'on va concevoir le créateur, le génie, celui qui a l'idée, qui va avoir réalisé la scène, par exemple, voilà, au nom de l'artistique, on laisse beaucoup de choses passer. C'est ça, en tout cas, l'idée. Si j'ose cette fameuse question de est-ce qu'il faut différencier l'homme de l'artiste, à laquelle on a évidemment une réponse qui est très claire, qui est que non. Voilà. Et donc, du coup, tout ce qu'on voit là-dedans, en tout cas, c'est vraiment cette persistance systématique de la culture du viol, de comportements, d'attitudes, d'idées reçues qui vont venir minimiser, banaliser, normaliser, voire encourager la survenue de violences sexistes sexuelles, culture du viol qui s'appuie largement justement hein, déjà sur un ancrage très sexiste en fait qu'on a de base. Donc du coup, on revient aussi à l'idée que c'est très important de combattre le sexisme dès ses premières apparitions, parce que c'est ça qui va permettre de créer un cadre strict et de combattre justement un environnement sexiste qui va laisser la place plus largement derrière à d'autres types de violences. Pour appuyer et illustrer un petit peu justement ces particularités-là, je voulais mettre en avant quelques exemples qui sont notamment issus du mouvement MeToo Théâtre, qui a permis hein, vraiment de souligner ces violences-là. Donc là, les différents exemples, on peut les lire ensemble, les différents exemples que j'ai mis en avant, voilà. On va lire par exemple les témoignages. Il y en a un qui dit, mon professeur de théâtre me disait, si tu veux aller plus loin, il faut que tu montres plus ta fragilité. Les jurys de concours attendent de voir ta faille. Tu es trop solide, trop forte, tu leur fais peur. Je lui ai alors demandé comment faire. Il m'a dit, le travail du nu aide à dévoiler sa fragilité. Donc là, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, j'ai 21 ans, mon metteur en scène et formateur me dit, ne fais pas de tatouage sur ton corps, tu vas l'endommager alors qu'il est magnifique et pur. Puis il met ses mains sur mes cuisses, ma poitrine et mes côtes à plusieurs reprises. Je suis sur son emprise, je l'admirais. Tout le monde était au courant de son goût pour les jolies et jeunes femmes. Là, on voit justement une illustration aussi de la question qu'a souligné la commission d'enquête du génie créateur et à partir du moment où il y a ce créateur, jusqu'où il peut aller sur l'abus, jusqu'où il peut aller sur sa position, parce que c'est celui qui a créé l'art qu'on a devant nous. Et sur le dernier exemple, du coup, étudiante, j'ai été coincée par mon prof de théâtre à la sortie des toilettes. Il a essayé de m'embrasser. Quand j'ai refusé, il m'a dit que je me fermais des portes et que si je restais coincée, je ne serais jamais comédienne. Donc voilà, on voit en fait, surtout que là, on voit que sur les exemples qui ont été sélectionnés, c'est des exemples qui arrivent dès l'école, dès les premiers pas en fait dans le monde du spectacle vivant. Et on voit comment, en fait, des croyances très fortes enfin, conditionnent très vite en fait, le cadre dans lequel on va devoir évoluer et les violences auxquelles on va devoir faire face pour devoir évoluer aussi dans ce milieu-là. Pour poursuivre, du coup, alors au-delà il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau de la structure. Dès 2022, le ministère de la Culture a conditionné l'obtention d'aide à la mise en place d'un plan de prévention, notamment la formation des cadres dirigeants et la mise en place d'un protocole de signalement interne pour les structures du coup qui y sont rattachées. Moi, ce sur quoi je voulais zoomer, c'était des méthodes pour agir du coup en tant que témoin sur ces différents types de violences qui peuvent être utilisées pardon, et dans le cadre professionnel, mais qui sont aussi des apports qui peuvent être utilisés plus généralement dans la vie de tous les jours. Parce que ce qu'on voit, c'est que là, on a fait un focus voilà, sur le monde du travail, mais c'est des violences qui sont systémiques et qui peuvent se produire à différents espaces de la vie. Du coup, pour agir en tant que témoin, si jamais vous êtes, vous, témoin d'une violence sexiste ou sexuelle, il y a plusieurs méthodes qui peuvent permettre d'agir. La première, ça peut être de distraire ce qui est en train de se passer. Donc, par exemple, si on voit une interaction où on a voilà, une interaction, un agissement sexiste qui est en train de se passer, ou en tout cas le doute que ça se passe, une bonne méthode à adopter, ça peut être d'interrompre ce qui se passe
en détournant l'agresseur ou en interagissant avec la victime et en utilisant un exemple de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'interaction. Par exemple, aller interrompre une discussion en disant excusez-moi, vous avez l'heure, excusez-moi, est-ce que vous savez où je peux trouver par exemple, tel spectacle qui a lieu? Et ça permet en fait d'offrir une porte de sortie à la personne victime et de couper l'interaction sans forcément s'y intégrer directement, mais en tout cas d'ouvrir une porte de sortie à la victime qui l'utilisera à coup sûr si effectivement il y avait bien une situation de violence qui se passait à cet endroit-là. Euh, la deuxième méthode qui peut être utilisée si on est face à une situation de violence sexiste ou sexuelle, c'est déléguer, c'est-à-dire demander à un tierce d'intervenir, à une personne qui a une posture d'autorité dans le lieu où on se trouve d'intervenir. Si on est par exemple dans un lieu de théâtre, ça peut être de l'alerter auprès d'une personne qui fait partie de l'organisation. Ou alors d'aller à la rencontre d'un agent ou une agente de sécurité pour déléguer et demander à cette personne-là d'intervenir auprès de ce qui est en train de se passer. La troisième solution qu'on peut utiliser pour agir, ça peut être de confronter directement la personne à l'acte de violence qui est en train de se dérouler et à la personne qui agresse, j'entends. Donc, par exemple, signaler à une personne ce que tu es en train de dire, c'est sexiste, c'est un propos sexiste, ça n'a pas sa place ici ni ailleurs et c'est condamné par la loi. Donc ça peut être une méthode d'intervenir, de dire directement à la personne qui tient les propos sexistes, de dire strictement non, c'est pas une blague, c'est sexiste, ça n'a pas sa place ici et voilà, pour montrer aussi son soutien à la personne victime. C'est une méthode sur laquelle il faut être vigilant parce qu'il faut aussi pouvoir s'assurer de sa propre sécurité. La quatrième méthode qui peut être utilisée aussi pour agir en tant que témoin, ça peut être de documenter ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que ça permet à la personne victime d'avoir comment dire, des preuves de la matière si jamais cette victime souhaite porter plainte. Attention, si on documente la grande vigilance, donc documenter en filmant ou en photographiant la situation, la grande vigilance à avoir, c'est que ces images, elles doivent être strictement transmises à la personne victime et surtout pas utilisées à d'autres fins, donc vraiment strictement transmises puis supprimées. Elles ne peuvent pas être utilisées sans l'accord de la victime. Et les bons réflexes à avoir face à cette méthode, c'est par exemple de préciser l'heure qu'il est, où on se trouve précisément, en tout cas donner des éléments de contexte sur la photo ou la vidéo qui permettent de comprendre exactement où on est et à quel moment on est. Parce que ça, justement, ça peut derrière être utilisé par la victime dans le faisceau de preuves au moment du dépôt de plainte. Et enfin, la dernière méthode qui peut être utilisée et qui, on va dire, parfois va de soi, mais qui est important à mettre en avant, c'est de dialoguer avec la victime. C'est-à-dire que parfois, la situation de violence s'est déroulée très rapidement et on n'a pas eu le temps d'intervenir pour X raisons ou on n'a pas pu intervenir pour X raisons. Mais derrière, d'aller voir la victime, de dialoguer, de lui demander comment ça va, de lui demander, excuse-moi, j'ai vu qu'il s'est passé ça tout à l'heure, est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin d'en parler? En vrai, c'est pas OK, de pouvoir l'accompagner ou de lui partager des ressources. Ça, c'est essentiel et ça permet de montrer à la personne victime qui parfois s'est retrouvée en situation de vulnérabilité, de lui montrer qu'elle peut recevoir du soutien et qu'elle n'est pas seule là-dedans. Et pour compléter cette approche-là de dialogue de la victime, il y a quelques bons réflexes, quelques bonnes pratiques à avoir. Ça va être, par exemple, de lui montrer son soutien en lui disant que elle n'est pas seule, que ce qui s'est passé, c'est pas OK, que, euh, que ce qui s'est passé, ça rentre dans le cadre légal et ça doit être combattu. Enfin, vraiment, venir justement pour aller contre justement ce que j'ai pas précisé, c'est que dans cette question de la culture du viol, on a tendance à beaucoup plus responsabiliser les victimes et déculpabiliser les personnes qui ont agressé. Par exemple, oh, c'était une blague, oui, mais c'est une personne qui est un peu relou. Non, justement, venir réaffirmer le fait que la victime dans sa position, c'était pas OK ce qu'elle a vécu, la croire, l'aider à inverser justement ce rapport de culpabilité, écouter ce qu'elle a à dire et pouvoir l'accompagner ou en tout cas lui proposer des premières ressources ou l'informer de ce qui est présent sur l'événement, sur le lieu où on se trouve
pour l'aider s'il a envie de le signaler plus largement. Ça, c'est vraiment des bons réflexes à avoir. Et en termes de posture et on va dire, de phrases un petit peu type qui sont à avoir en tête, ça peut être par exemple, je te crois, t'es pas seul, enfin, c'est pas OK ce qui s'est passé, ce qui s'est passé n'est pas normal, c'est interdit par la loi, ou ce n'est pas de ta faute. Voilà, c'est des petites phrases, des bons réflexes à avoir dans un premier temps pour pouvoir justement être dans le soutien, dans une écoute bienveillante, non jugeante et inverser ce rapport de force. Et dès l'apparition des premières violences, quand on disait les condamner, agir en tant que témoin, même directement ou indirectement, et donc inverser ce rapport de force. Voilà en tout cas moi ce sur quoi je voulais appuyer sur cette première présentation. Peut-être pour conclure, bah, déjà vous remercier pour l'écoute et avec plaisir pour échanger et approfondir sur certains points à la fin de cette présentation. Vous préciser que moi, du coup, et avec Cypher, on sera présent notamment sur les samedis soirs sur le village du Off pour pouvoir faire ce rôle de sensibilisation directement auprès des publics. Donc, si vous avez envie de venir à notre rencontre à ce moment-là, n'hésitez pas. Je passe le relais à ma collègue d'audience. Merci, Elena. Merci Elena, merci beaucoup au Festival Off et toute l'équipe qui donc nous a proposé de participer à ce webinaire. Merci à tous ceux et celles qui sont présents. Donc, moi, je suis écoutante de la cellule d'écoute psychologique et juridique de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste pour les professionnels de la culture. Donc, je vais gentiment, là, c'est Chloé ou Pauline euh, qui vont activer ce PowerPoint qui est disponible. Si jamais vous avez envie de la voir, bien entendu, vous pouvez demander au service communication de vous le transmettre. Donc, cette cellule, alors je veux bien que tu passes à la première slide, s'il te plaît. En fait, c'est une cellule qui a été créée en 2020 par le ministère de la Culture. Mais bon, juste pour vous donner le contexte de création, en fait, ça vient de... On va revenir un peu sur l'historique de tout ce qui s'est passé ces dernières années par rapport à ces violences et ces harcèlements. En fait, à la base, c'est l'affaire Harvey Weinstein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc producteur de cinéma, personnalité influente de l'industrie du cinéma américain, et qui a été un élément déclencheur de harcèlement et d'agression sexuelle, notamment dans le secteur du cinéma. Bon, MeToo, le hashtag MeToo existait déjà aux États-Unis, mais en fait, les réseaux sociaux se sont emparés de ce hashtag MeToo et en fait, il y a eu un mouvement de solidarité internationale entre les victimes d'agressions sexuelles. Après, vous connaissez l'histoire, le procès, etc. Mais en fait, il s'avère qu'en France, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel et sexuel a considérablement augmenté depuis cette affaire Weinstein, au point que les médias français parlent d'un effet Weinstein. Et par rapport à l'histoire, il s'avère que parmi les prises de parole, celle de Adèle Haenel en 2019 constitue un tournant majeur pour l'émancipation des femmes dans le cinéma français et dans le mouvement MeToo. D'autres hashtags MeToo ont suivi, dont le fameux hashtag MeToo Théâtre en juin 2022. Et vont suivre des prises de parole dans d'autres secteurs du spectacle, dans le théâtre, la musique et la danse. Donc on sort du stricto sensu cinéma et ça se répand dans d'autres secteurs. Et pour répondre à ce mouvement et permettre aux professionnels de sortir de leur isolement, la FESAC, donc Fédération des entreprises du spectacle vivant, et les organisations syndicales décident de la création d'une cellule d'écoute. Et pour réaliser et financer cette cellule, ils sollicitent donc le ministère de la Culture qui va soutenir ce dispositif et va confier la gestion de cette cellule à audience au regard de sa connaissance des secteurs et publics du spectacle. Donc, comme vous voyez sur l'image, il y a d'autres centres qui sont ce qu'on appelle les centres nationaux, centres ressources, et autres structures ont suivi ce mouvement. Et si je parle là, je pense à l'Arsena notamment, qui, lui, a mis en place des ateliers
Arsena, donc Centre national des arts du siècle de la rue des théâtres, ont organisé et animé des ateliers avec audience. Donc là, nous sommes partie prenante sur ces ateliers. Et au fur et à mesure, donc, d'autres secteurs ont rejoint cette cellule. Donc là, on parle de le secteur de la vidéo. Alors, attendez, j'ai perdu ma slide. Donc, nous avons donc le jeu vidéo, les arts visuels, les artistes auteurs autrices, espaces de loisirs, édition, et la presse devrait prochainement également rejoindre cette cellule. Ça, c'est sur les dispositifs donc fixés par le ministère, les objectifs. Donc là, c'est une slide qui est très simple. En fait, c'est pour vous montrer que il y a un numéro de téléphone. Voilà, cette cellule, elle est dédiée aux victimes, aux témoins et aux référents donc de ces violences. Pour l'instant, les employeurs ne sont pas concernés, mais je dirais quand même je donnerai quelques informations aux employeurs parce que ça peut être précieux également pour vous. Et si j'ai bien compris, il y a certaines personnes présentes aujourd'hui qui sont directeurs notamment de théâtre. Donc, la plateforme téléphonique, elle est opérée par Audience depuis 2020. Et en fait, nous sommes donc une équipe d'écoutants. Nous avons été formés à ces violences et nous proposons donc une écoute et ensuite on oriente vers les psychologues et les avocats selon la situation de la personne et selon ses desiderata. Nous avons un respect total de la parole de la personne qui nous appelle. Il n'y a pas de prescription sur les faits dont la personne, la victime, le témoin ou le référent a été témoin et peut nous remonter. Et également, tout est anonyme. C'est-à-dire une personne qui va appeler, qui va donner son prénom et son nom, nous, on n'écoutera pas. On va dire non. On va prendre un téléphone éventuel et une adresse mail pour que l'avocat et ou la psychologue puisse appeler la personne. Mais nous, ça reste totalement anonyme. Quoi d'autre? Alors, slide suivante. Alors, je suis désolée, je suis sur mon propre. Donc, des détails sur le soutien psychologique et le conseil juridique. Donc, ça, c'est les deux aides que le ministère, la FESAC et vos syndicats vous proposent. Donc, la psychologue, ce sont des psychologues cliniciennes qui ont été formées pour soutenir les victimes et les référents aux violences, harcèlement sexuel et sexiste. Donc, c'est vraiment pour aider quelqu'un parce que notre constat aujourd'hui, c'est que les référents peuvent être très fragilisés aussi par les situations qu'ils doivent traiter. Donc, ces psychologues seront là pour aider la personne et la soutenir. Alors, le soutien vers des avocats. Donc, l'orientation, elle est faite via notre intervention. Donc, on va dire que le premier point important, c'est de mettre des mots sur ce que la personne exprime, car cette personne, elle va devoir nommer et mettre des mots sur ce qu'elle a subi ou qu'elle subit encore actuellement. Donc, ça, c'est important de pouvoir qualifier ce dont j'ai été victime ou témoin ou situation que je dois gérer en tant que référent, parce que souvent, il y a un déni de cette situation. Il y a aussi beaucoup de culpabilité et des personnes peuvent se retrouver également sous emprise. Donc, la parole, elle se libère de plus en plus, mais quand même, quand la personne veut tout d'un coup mener une action, elle peut ne pas aller assez loin dans ce qu'elle veut exprimer. Donc ça, l'avocat, il va vraiment aider la personne à qualifier. Elle va poser des mots. Elle va aider vraiment à qualifier au niveau juridique ce qui s'est passé. Ensuite, il y a des actions en justice. Ça va être des conseils que l'avocat ou l'avocate va donner. Donc, elle va donner donc les actions en fonction des juridictions, parce qu'il y a du civil, du pénal et du prud'homal éventuellement. Donc là, elle va aider la personne, elle va la guider. Et troisièmement, elle va expliquer les étapes d'action en justice. D'abord, il y a un dépôt de plainte. Alors ça, c'est une action qui est gratuite, mais nos recommandations, c'est que ça puisse se faire avec la présence d'un avocat. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un constat de dépôt de plainte qui restent sans suite. Et le fait qu'il y ait un avocat qui soit présent lorsque la personne va aller déposer la plainte au commissariat ou à la gendarmerie,
c'est important qu'il y ait la présence d'un avocat. Donc, ce qui est important, c'est là, on parle d'un accompagnement financier. Parce que la présence d'un avocat, c'est quand même, voilà, il y a des honoraires et ça peut être un coût que la personne ne peut pas du tout financer. Donc, ce qu'il faut savoir en France, c'est que vous avez des aides juridictionnelles, mais là, il y a des plafonds de revenus qui permettent ou pas cette aide juridictionnelle. Il y a la protection juridique selon vos contrats d'assurance, ça c'est à voir. Et également audience, dès lors que vous êtes adhérent retraite complémentaire et que vous relevez d'audience, il peut y avoir des aides sociales qui permettraient aussi de participer au financement de la présence de cet avocat. Mais la nouveauté, c'est que d'ici la fin de l'année, la cellule va proposer une aide au financement de l'accompagnement au dépôt de plainte par un avocat ou à sa rédaction. Mais attention, là, ça sera limité sur ce dépôt de plainte, rédaction et présence. Tout ce qui concerne la procédure, là, ça sera d'autres financements à pouvoir faire. Mais là, c'est une nouveauté, c'est le ministère de la Culture qui a décidé de donner cette possibilité et c'est une possibilité qui est vraiment bienvenue pour au moins passer la première étape, c'est-à-dire le dépôt de plainte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? C'est que quand on parle d'aider des témoins, des victimes, des témoins et des référents référentes, à la base, c'est pendant le travail, sur le lieu de travail. Donc, concernant les spectacles vivants, par exemple, il peut y avoir des situations hors plateau ou loge ou casting ou répétition, etc. Ça, c'est le constat que nous faisons. Donc, si des répétitions ont lieu, par exemple, dans une chambre d'hôtel, dans un restaurant, etc., ces lieux-là constituent désormais un lieu de travail dès lors que la rencontre est en lien avec l'activité professionnelle. Donc, vous voyez, depuis 2020, il y a quand même des évolutions régulières qui sont apportées à cette cellule, et tant mieux. Donc, alors, je passe ensuite aux chiffres. Alors là, je vais vous donner un certain nombre de statistiques parce que c'est quand même une cellule qui s'est vraiment totalement déployée à la suite de la Covid. Donc, vous voyez, 1835 appels et mails traités depuis juin 2020. Donc, il y a une hausse très importante de 70% entre 2023 et 2024. Donc, la raison depuis 2020, c'est ce que je vous disais, c'était que le niveau était assez bas du fait de la Covid et du démarrage progressif des hashtags MeToo. Les chiffres donc, ont beaucoup progressé à partir de 2022 avec cette hausse très importante de 70%. Et il y a une croissance continue en 2025. Comme je le disais, nous assistons quand même à une libération de la parole du fait des réseaux sociaux et du parti pris des médias de relayer des informations sur des enquêtes et procès en cours. Le rôle des médias, quand même, comme vous pouvez, je pense, tous constater, c'est que tout d'un coup, ce sont devenus des vrais sujets pour la presse, pour les médias. Des appels ne relèvent pas de la cellule. Parce qu'en fait, il y a des gens qui voient cellule d'écoute, ils appellent et ça peut ne pas du tout relever de cette cellule d'écoute du secteur de la culture. Donc là, nous orientons bien entendu vers d'autres dispositifs. Il y a également une chose importante à retenir, c'est qu'il peut y avoir des étudiants qui nous appellent et qui font partie d'écoles conventionnées par le ministère de la Culture. Alors, à ce moment-là, nous pouvons orienter vers une autre structure d'accompagnement et d'écoute qui s'appelle Concept RSE, et là, qui accompagne toutes les structures conventionnées par le ministère de la Culture. Je passe ensuite, donc les profils, c'est 80% de femmes, 50% de victimes, 15% de témoins, 9% de référents et 26% donc, de ces appels qui ne concernent pas la cellule. Je passe à la slide suivante. Désolée, mon ordinateur me fait un peu des défauts. Là, pour vraiment se focaliser sur le profil des victimes et témoins, donc comme je disais, là maintenant, nous sommes à 83% de femmes, 17%, ça c'est les derniers chiffres.
La slide d'avant, c'était sur des chiffres antérieurs. Là, on a eu des nouvelles statistiques qui s'arrêtent au 31 mars 2025. Donc, nous avons 83% de femmes, 17% d'hommes, et toutes les tranches d'âge sont concernées, y compris les enfants. Il faut savoir que des mineurs sont également concernés par cette cellule. Ils peuvent tout à fait appeler les parents en général ou les proches appellent. Donc, il y a des orientations qui sont également en nette progression et cela traduit une volonté de réagir, volonté de témoigner, de libérer ses paroles afin de dénoncer des comportements et donc de violence, de harcèlement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui appellent, qui ont été victimes ou témoins et qui ont la volonté de témoigner afin de protéger et de prévenir d'éventuelles victimes. Donc c'est vraiment cette parole. Nous, on leur propose aussi des accompagnements. Ils disent non, c'est bon. Maintenant, j'ai pu j'ai pu gérer la situation, mais je tiens aussi à témoigner parce que je veux protéger d'éventuelles victimes. Alors, la slide suivante. Alors, ça, c'est aussi les situations, et quelques constats. Comme je vous disais, il n'y a pas de prescription pour cette cellule, il n'y a pas de prescription des faits. Et sur les situations, ce que l'on voit, c'est qu'au début, nous avions des pourcentages très, très élevés de faits qui venaient des supérieurs hiérarchiques. Et actuellement, c'est en régression et on a une progression de faits et d'actes qui sont plutôt entre collègues. Voilà, ça c'est notre dernier constat. Et donc, c'est sur les constats, la difficulté qui est en fait est une vraie, vraie difficulté. Et là, c'est une spécificité quand même du secteur de la culture, c'est qu'il y a cette crainte du blacklistage. C'est-à-dire, si donc les personnes appellent, on dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, j'ai très très peur d'être blacklisté et de ne plus avoir de contrat. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités du secteur de la culture, de tout l'intérêt d'avoir ces dispositifs et toutes ces actions qui sont menées, dont celles menées par SAFER. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est un vrai frein pour libérer la parole. Donc, en plus, sur la notion de harcèlement et de violence sexiste et sexuelle, il reste malheureusement des appréciations très floues. D'où l'intérêt également de ces avocats qui vont aider à qualifier les faits. L'autre part, c'est que les victimes donc, sont très souvent en fragilité psychologique et contraintes financières et peuvent être notamment sous emprise. Et c'est là aussi où l'intervention d'une psychologue peut être très, très positive et peut aider la personne à témoigner et en tout cas à entreprendre des actions. Les victimes expriment de plus en plus leur volonté de ne plus se laisser faire. Ça, c'est les progressions récentes. Et changement perceptible de certaines entreprises plus sensibilisées au VHSS avec plus d'écoute. Le, le- les employeurs sont de plus en plus euh, mobilisés Alors, je ne sais pas si ça vient si c'est de mon côté, Alexandra, ton son bug un petit peu. et les enquêtes sont de plus en plus. Alexandra, je ne sais pas si tu nous entends, mais là, on a eu du mal à suivre les 30 dernières secondes. Ah, on a perdu Alexandra. Je profite de cette petite interlude pour vous repréciser, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions dans ce sens dans le chat là. Tout ce qu'on vous présente aujourd'hui,
à savoir la présentation qui a été faite par Elena, la présentation qui est faite là maintenant par Alexandra. Ça vous sera bien entendu envoyé, enfin en tout cas envoyé à toutes celles et ceux qui ont participé aujourd'hui. Et en plus de ça, pour toutes les structures qui sont inscrites au service d'AFC, dans votre compte personnel en ligne, vous avez un espace documentation où on va vous remettre un kit des différents documents dont on fait référence, enfin, dont on a parlé aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus d'éléments, vous aurez accès à ça. N'hésitez pas aussi à nous écrire directement, que ce soit sur les adresses là que vous aurez en fin de slide ou sur l'adresse dédiée safer@festivalofavignon.com si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, je ne sais pas si Elena, tu voulais compléter un petit peu des éléments là de ce qui a été vu là le temps qu'on retrouve Alexandra. Non, pas spécialement. Moi, j'en profite aussi pour préciser, puisque Elena l'a dit tout à l'heure, elle sera présente pour Safer. Ah, Euh, on a retrouvé Alexandra. donc j'ai vu que j'ai été coupée. C'était à partir d'où? Alors, c'était à partir d'où? On était sur la fin des constats, le changement on était plus sur le profil des managers, D'accord. des collègues, ce genre de choses. Tu nous entends? Ah oui, d'accord. Ok. Et moi, j'ai pas eu du tout d'alerte. Oui, je vous entends. Et vous, vous Ouais, m'entendez? là, c'est mieux, on t'a retrouvé correctement. Bon. Donc oui, je profile. Et effectivement, là, c'est ce que le constat actuel, c'est qu'il y a quand même une régression du comportement de supérieurs professionnels. Vous m'entendez toujours ou pas? Oui, oui, c'est bon, Alexandra. Allô? Il y a quelques petits bugs, Alexandra, mais j'ai l'impression Allô. que là, ça revient. Vous m'entendez ou pas? D'accord. Hmm. Le Donc son est oui, pas. c'est le constat, c'est grave, je vais le dire comme ça, de supérieur hiérarchique. Donc oui, je disais que c'était plutôt maintenant une guerre entre participants. Et donc, Alexandra, peut-être essayer euh, de couper mais ta, je ta peux pas caméra. faire grand-chose, malheureusement. Peut-être essayer de couper ta caméra si ça vient de la connexion, ça devrait faciliter D'accord. Alors, touc, touc. Hum, hum. Je peux désactiver le son, mais je peux pas retirer la caméra. Hmm. Hum, hum. Normalement, c'est bon là. On a la main dessus, nous, pour le faire. Ok, super, merci. Là, on t'entend bien. Euh, alors, hop, hop. Il faut que je me remette. Du fait, je perds mes notes. Là, on était vraiment Bon, sur la fin des constats, le fait qu'il y ait un changement voilà. perspective de certaines entreprises. Alors, je veux bien que tu continues. Si tu peux développer ensuite le slide suivante. Sur les appuis et ressources. Oui. Donc là, ça c'est un site qui a été créé par Audience, notre service communication, et ça c'est une mine d'informations. Donc notamment, vous avez le kit média qui est disponible et qui va permettre de créer ces affichages qui sont indispensables pour prévenir et former les personnes, en fait, et alerter les personnes, par exemple, sur des lieux, des espaces partagés. Ça peut être des lieux de répétition, ça peut être des couloirs, ça peut être dans les loges, ça peut être dans plein d'endroits différents. Mais en tout cas, dans tous les espaces partagés, l'employeur a cette obligation désormais d'afficher des messages. Et par exemple, le kit média qui est proposé sur le site Violence sexistes et sexuelles permet à vous, en fait, de télécharger ces kits et de les imprimer et de les afficher.
Par ailleurs, il y a tous les accords de branche et compte tenu des demandes importantes des employeurs, nous avons également créé une icône «Je suis un employeur» et qui va permettre à l'employeur d'avoir un certain nombre de ressources et des conseils. Il y a notamment des documents du ministère de la Culture, du ministère du Travail sur tout ce qui est la procédure d'enquête, qui n'est pas toujours évidente. Vous avez également des documents, et là on parle beaucoup de spectacle vivant, mais en fait dans le visuel, il y a l'association 50-50 qui a créé un document, mais qui est extrêmement bien renseigné. Donc voilà, ça c'est juste cette slide là pour vous dire, allez sur le site des violences et regardez les différentes icônes. Et moi, je privilégie dans ce type d'intervention d'aller sur les ressources et le kit média. Mais bien entendu, il y a toutes les autres icônes à étudier. Mais vraiment, là, c'est très précieux pour des personnes qui sont aussi en manque de formation et qui ont besoin d'informations précises. Donc, les trois, je suis un employeur, je suis un professionnel et ressources par secteur. Tu peux passer ensuite à la prochaine. Donc ça, ça fait partie de la partie ressources, voyez, soyez acteurs, actrices du changement. Et c'est là où on a précisé, donc je suis un employeur, voilà, vous avez les différentes possibilités d'information. Tu peux passer à la prochaine, parce que je vois que l'heure tourne. Ça c'est un exemple du kit média. Donc, c'est les flyers, il y a des stickers, voilà, il y a plein de, de documents de communication qui sont très utiles. C'est ce kit média d'ailleurs que Audience nous met à disposition et qu'on diffuse auprès des théâtres pour affichage dans leur lieu. Super. Je termine. Alors ça, c'est cette dernière image. En fait, c'est Sandrine Goutier qui. Donc ça, on va pas. C'est pas nécessaire d'ouvrir la vidéo. En fait, elle est sur YouTube. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était le témoignage. Donc cette animatrice, chanteuse qui connaît très très bien le secteur de l'audiovisuel, mais pas que, et qui a été une des premières à témoigner, et notamment en créant cette vidéo, pour parler de ses propres malheureuses expériences, on va dire, en fait, ce dont elle a été victime. Et voilà, c'est toujours précieux parce que c'est une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux et qui permet aussi à d'autres personnes de se dire, moi aussi, je vais déclarer, je vais mener une action pour déclarer ce dont j'étais victime. Alors, ce que je voulais dire pour les employeurs, effectivement, cette cellule n'est pas dédiée, en tout cas pour le moment, aux employeurs. En revanche, sur le kit média, vous avez énormément d'informations. Et ce que je voulais également vous dire, c'est que en mars, le 7 mars dernier, en fait, la ministre de la Culture, Rachida Dati, est intervenu sur un nouveau plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans la culture. C'est un programme 2025-2027 et le ministère a édité un document donc, qui est extrêmement intéressant puisque ça présente les trois grands plans de décision pour lutter contre ces violences et harcèlements. Et ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller sur ce document. Donc, je l'ai transmis à Chloé pour qu'elle puisse le transmettre. Le, les, les employeurs, vous avez des possibilités donc d'intervenir et des obligations désormais. Notamment, vous avez, attendez, parce que là, je suis perdue dans mes notes. Donc, dans le secteur du spectacle vivant et enregistré, public ou privé, ce que j'ai retenu là du plan, c'est que le ministère vous engage à mener un travail partenarial avec les organisations professionnelles d'employeurs du spectacle vivant et enregistré en vue de la mise en place d'outils, notamment RH, d'aide à la décision pour prendre des mesures préventives adaptées, traiter les situations et apporter des réponses aux signalements dans le respect du droit
droit du travail et des obligations de l'employeur. L'idée, c'est de mieux expliquer et de documenter le cadre de l'enquête interne également. Donc, il y a ça qui est important. Il y a également la ministre vous recommande de vous appuyer sur des comités centraux d'hygiène et de sécurité des conditions du travail, CCHSCT de branche. Effectivement, ce CCHSCT, il est dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Et la recommandation, donc pour le secteur spectacle vivant et privé, spectacle vivant privé et public, pardon, c'est de relancer des négociations autour d'une CCHSCT de branche, tout comme le cinéma et l'audiovisuel ont pu le faire. Également, ce qui est important, c'est que vos positions, vous employeurs, est extrêmement déterminante, notamment sur le point des subventions. Et le versement des subventions, c'est ce qui est rappelé dans ce rapport, c'est qu'il est conditionné au respect de 5 engagements. Donc, être en conformité avec les obligations du Code du travail en matière de santé, de sécurité et de harcèlement sexuel, créer un dispositif interne de signalement efficace et traiter chaque signalement, former dès 2022 la direction, les encadrants, la DRH et les personnes désignées référentes au recueil de la parole et à la gestion des situations de VHSS, sensibiliser formellement les équipes et organiser la prévention des risques, engager un suivi et une évaluation des actions en matière de VHSS. Tout ça n'est pas anodin du tout. Et donc, dès l'automne 2025, un contrôle renforcé sera exercé par le biais du questionnaire joint à l'instruction des demandes de subventions pluriannuelles ou aide au projet. Un retrait de label ou une non-reconduction de subvention est envisagé en cas de méconnaissance des engagements. Tout ça, donc, ça figure dans ce plan dont j'ai transmis le PDF. Et la dernière chose pour les employeurs, c'est, et là c'était Elena qui m'avait posé la question sur la question de la formation des coordinateurs d'intimité. Peut-être, comme vous le savez, dans le secteur de l'audiovisuel, cette formation a pu être déclenchée. En fait, c'est une certification qui a été élaborée par la CPNEF de l'audiovisuel. Donc, CPNEF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Commission paritaire nationale d'emploi-formation. Et elle a été donc cette certification a été déclenchée au niveau de l'AFDAS. Les premières formations du coordinateur ou coordinatrice d'intimité auront lieu à partir de septembre 2025. Et elle est déjà active au sein de la CST, qui est la commission supérieure technique de l'image et du son. Donc, la question d'Elena, c'était pour le spectacle vivant, qu'en est-il? Donc là, ce que recommande le ministère, c'est en vous inspirant donc des avancées intervenues dans le domaine de la production cinéma, le ministère incite les partenaires sociaux du spectacle vivant et public, pardon, je ne vais pas y arriver, des spectacles vivants publics et privés, à engager une réflexion et une concertation sur le recours à des coordinateurs ou coordinatrices de l'intimité. Et ça, c'est très important parce que comme nous le disions, il y a, et ce qu'Elena a très bien expliqué sur le corps et l'intimité, il va de soi, et nous, on a reçu des appels notamment de danseurs ou danseuses qui sont confrontés à cette question de l'intimité. Et nous avons également des comédiens, des artistes dramatiques qui nous ont fait écho de ces problématiques dans le théâtre. Voilà. Je n'ai pas plus de choses à vous dire pour aujourd'hui, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, ce que j'aime bien dans les interventions, c'est qu'il y ait de l'interaction, mais si vous avez des questions, moi, je suis à votre disposition. Merci Et beaucoup. bon, désolée pour le côté un peu chaotique de la présentation, mais nous, on n'a pas l'habitude d'utiliser Zoom chez Audience. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette présentation. Le temps de voir s'il y a des questions qui arrivent dans le chat. Je voulais rajouter aussi quelques éléments sur les sujets sur lesquels on travaille et qui n'étaient pas spécialement le focus d'aujourd'hui, mais qui rentrent pour nous dans notre travail sur la prévention et la lutte contre les violences et le travail aussi sur la parité. C'est la question de la parentalité dans le spectacle vivant.
C'est un sujet dont Avignon Festival et compagnie s'est saisi depuis 2 ans avec la création d'une commission en interne au sein du conseil d'administration et avec des structures externes comme l'AFA qui travaille à nos côtés sur le sujet. L'idée étant au départ de s'interroger sur la parentalité dans le spectacle vivant en partant d'une étude qui a été transmise aux compagnies et aux théâtres qui participent au festival pour connaître enfin pour savoir en tout cas si elles avaient déjà rencontré des freins à leur participation par manque de solutions de garde pendant le temps du festival. Euh, les chiffres ont été assez équivoques sur le sujet et donc on travaille sur la mise en place d'un projet de crèche pour les enfants des professionnels du spectacle vivant pendant le temps du festival. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre pour cette année, mais cette année, on a du coup, dans un entre-deux, mis en place sur notre site internet un espace pour référencer les modes de garde et les solutions existantes s'il y a des personnes qui sont en recherche. Et du coup, pour accompagner cette question et pouvoir faire évoluer le projet, il va y avoir plusieurs temps sur le sujet pendant le temps du festival, puisque vous le savez sûrement, au village du Hof, nous organisons un certain nombre de rencontres, de temps forts, d'ateliers, toujours accessibles aux structures qui participent au festival. Il y aura notamment un groupe de parole dédié à la parentalité et donc des goûters parentalité qui vont être organisés et un certain nombre aussi de temps plutôt sur des formats permanence ou ateliers qui sont là organisés par nos partenaires, que ce soit Audience, mais aussi Thalie Santé ou aussi les EAT, écrivains et écrivaines associés du théâtre, sur les questions de violence au travail, de prévention des risques professionnels, de prévention des addictions. Donc tout ça, ce sont des choses qui vous sont accessibles, qui sont gratuites. Tout va être référencé, là, tout sera en ligne la semaine prochaine sur l'agenda du festival. Donc, on ne peut que vous inviter à participer à ces différents temps qui viennent recouvrir aussi tous les sujets dont on parle ici et qui sont aussi des espaces dans lesquels vous pouvez rencontrer les différents interlocuteurs et interlocutrices de ces structures et qui peuvent permettre aussi pour vous de créer une porte d'entrée sur ces sujets. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir, à participer à ces différents moments. Certains auront lieu du coup au village du Hof et d'autres auront lieu au village Tadam, puisque cette année, nous ouvrons un nouveau site qui est le village Tadam, le village des enfants. Donc un espace enfin, pensé pour l'accueil du public avec enfants, avec à la fois des ateliers de pratique artistique, des permanences, un espace de convivialité, des espaces aussi de confort et de calme s'il y a besoin d'être isolé et tranquille pour les enfants, pour les personnes allaitantes, ce genre de choses. Voilà, donc il y aura aussi pas mal de choses autour du sujet. Au village du Hof et au village Tadam. Donc, n'hésitez pas à vous saisir de ces différents moments qui sont pensés aussi pour vous accompagner, pour vous orienter et pour vous permettre de rencontrer les professionnels de la filière et avoir accès à un certain nombre de ressources dont on a parlé aujourd'hui. Euh, Chloé, je peux juste me permettre, parce qu'en fait, moi, je suis référente maternité, parentalité au sein de l'équipe du Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle. Donc, c'est Aïcha Beraban, ma collègue, qui va prendre parole sur cette parentalité. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que sur le site d'Arsena, vous avez le guide de la parentalité auquel nous avons participé, puisque la rédaction a été assurée notamment par audience. Et notamment, il y a un autre guide qui sont en cours d'études au ministère de la Culture, puisqu'à la base, ce premier guide de parentalité qui a été confié à Arsena venait d'une artiste de cirque qui posait la question de ces questions, voilà, de la parentalité, notamment lors des tournées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce guide. Et ce que Aïcha vous dira aussi, c'est qu'il y a une aide du ministère de la Culture sur l'aide à la garde d'enfants, mais il y a des critères, etc., etc. Je ne vais pas revenir là, je ne vais pas donner les détails, mais en tout cas, il y a des choses, ça bouge beaucoup au niveau de la parentalité. Merci beaucoup pour ces compléments essentiels. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait particulièrement des questions
dans le chat. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez soit intervenir maintenant ou si enfin, c'est parfois, c'est un vaste sujet assez dense et ça vient aussi parfois nous toucher très directement. Donc, n'hésitez pas s'il y a besoin aussi d'avoir des échanges a posteriori. On est toujours disponible. Là, on vous remet à l'écran les différents contacts dont on a pu parler, que ce soit auprès de la cellule d'écoute avec le numéro de téléphone et l'adresse mail. Mais aussi sur le point de signalement au village du Hof et l'adresse mail dédiée en interne au sein de notre association. Voilà, encore merci Elena et Alexandra pour ces interventions très riches et essentielles. On va, je pense, clôturer pour aujourd'hui. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. On reste disponible maintenant et après. Attendez, je vous regarde dans le chat. Est-il possible d'avoir accès à l'enregistrement complet de la vidéo? Oui, oui, bien sûr. Là, le webinaire de ce jour est enregistré. Il faut juste nous laisser le temps en interne côté équipe communication d'AFC